Ouais, donc quelqu'un qui le met dans le chat. Alors, je vais me présenter. Alors, Christophe Lefort, je suis un des deux concepteurs de la méthode avec Laurent Jeune. Alors, on est les deux professeurs des écoles. Bon, cette année, moi, je suis conseiller pédagogique et lui est IREN, mais on est, on est professeur des écoles dans le département du Doubs, pour ceux qui connaissent. Euh, Ce que je vais vous demander peut-être, c'est de couper les micros pendant la présentation. Et puis, vous pourrez les rallumer après si vous voulez poser des questions. On n'ait pas trop de bruit de fond. Pour le webinaire, ce que je vous propose, ben, je vais vous faire une présentation qui va durer à peu près, on va dire, une bonne demi-heure. Et puis après, ben, je répondrai à toutes les questions. Donc, soit vous notez vos questions dans le chat au fur et à mesure du déroulé, et puis je les reprends de toute façon après. Et puis sinon, bah, vous pourrez prendre le micro pour poser vos questions après, sans souci. Je suis content d'échanger avec vous. Je me sens un petit peu moins tout seul derrière mon ordinateur, enfin devant mon ordinateur. Ok, eh bien je commence. Alors, le projet Métallo, c'est un projet qui aujourd'hui a 9 ans. Ça fait 9 ans qu'on travaille dessus. La méthode, ça fait 6 ans qu'elle est publiée déjà. Voilà, donc nous, on la présente Métallo comme une méthode de lecture Ah non, et d'écriture parce mettre qu'on là, parle comme ça tu me souvent la de... portes avec le lave-vaisselle. Ah, je vais vous demander de couper les micros peut-être pendant la présentation, s'il vous plaît. On n'ait pas trop d'interférences. Voilà, donc on parle souvent de méthode de lecture quand on est au CP, mais nous, on la présente comme une méthode de lecture et d'écriture parce que bah, l'écriture joue un grand rôle. Donc, c'est un petit peu l'axe que j'ai choisi ce matin pour vous présenter l'entrée dans la méthode en passant par l'encodage. Donc, je vais déjà faire une présentation un petit peu générale et après, je viendrai sur la procédure d'encodage, comment on travaille ça dans la méthode. La signature pour la déclaration des classes. Il y a quelqu'un qui a dû laisser son micro ouvert. Est-ce que je peux le fermer, moi? Et la dernière, Voilà. Hop, je regarde. Voilà, ça devrait être bon. OK. Donc, d'où vient la méthode? Donc, ben, on s'est appuyé sur les recherches scientifiques, notamment l'étude de l'IFE. Donc, l'IFE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plus grosse étude sur le lire-écrire qui a été faite en France entre 2013 et 2015 sur 250 classes de CP-CE1. Voilà. Et il y a eu un rapport de 440 pages qui a été rédigé. Alors, ce rapport-là ne dit pas comment faire une bonne méthode de lecture, mais en tout cas, il y a quand même des choses qui font consensus, des recommandations aujourd'hui qui font consensus et sur lesquelles on peut s'appuyer. Je vais vous les présenter après. Le Conseil scientifique de l'éducation nationale, hein, qui a aussi publié des choses sur les méthodes de lecture, le Guide Orange que vous connaissez, et puis on s'est basé aussi sur les travaux d'André Ouzoulias, qui a travaillé enfin, au Murau, là, dans des classes de REP, et qui a travaillé beaucoup sur l'écriture. Et si on peut retenir une chose, enfin, nous, ce qu'on retient d'André Ouzoulias, il disait qu'une bonne séance d'écriture, ça vaut 10 séances de lecture. Voilà, donc, vraiment montrer que le fait d'apprendre à écrire avec la bonne orthographe, ça sert aussi la lecture. Donc, ça, c'est ce que je vais vous montrer pendant le webinaire. Alors, au niveau des recommandations qui font consensus aujourd'hui, donc je vais vous laisser les lire, hein, je ne vais pas les lire, mais on peut en trouver sur le code, sur l'écriture et sur la lecture. Toutes les recommandations qui sont là, nous, on en tient compte dans la méthode. J'y reviendrai pendant la présentation, j'en présenterai certaines, notamment celles sur le code et sur l'écriture. Voilà, donc ça, aujourd'hui, les recherches sont d'accord sur ces points-là. Voilà, au niveau de l'avancée de la recherche, c'est ce qui en est ressorti. Alors, on s'est basé sur les recherches scientifiques, on s'est basé aussi sur notre expérience de classe. Laurent et moi, on a chacun fait plus de 10 ans de CP. En général, enfin, on l'a pas fait en CP, on a fait toujours en double niveau. Moi, j'ai eu beaucoup de grandes sections CP, bien qu'on ait enseigné dans tous les niveaux, mais on est spécialité quand même sur le CP.
Et puis sinon, ben, on a enseigné dans tous les niveaux de la grande section jusqu'au CM2. Et puis, on n'a pas voulu faire ça tout seul, donc on a eu des collègues qui se sont associés à la conception de la méthode sur les 2 premières années. Donc, on avait 22 classes qui testaient la méthode et ben, on se revoyait à chaque fin de période, on faisait le point pour voir un petit peu comment ça s'était passé concrètement dans les classes, écouter les retours des enseignants pour modifier certaines choses, ajuster. On a enrichi aussi la méthode. Donc voilà l'origine de la méthode de lecture et d'écriture métallo. Alors, comment elle se présente? Je vais vous présenter les supports. Pour ça, je vais aller sur le site. Donc, on a un site qui s'appelle metallo.fr. Donc là, je viens sur le site. C'est ici. Alors, je vais baisser ça. Voilà. Donc, vous avez ici, si vous n'êtes pas connecté, ici en haut à droite, c'est écrit mon compte. Et si vous êtes connecté, il est écrit mon espace. Voilà. Donc ça, j'y viendrai tout à l'heure pour aller voir dans les ressources. Et si je déroule sur la page ici, voilà, j'arrive, j'ai le clavier métallo, je vous en parlerai tout à l'heure. La méthode de lecture. Donc, il y a une page spécifique pour la méthode de lecture pour la découvrir ici. Voilà. Et donc là, on va voir de quoi elle est constituée. Donc, pour l'élève, on a un livre de lecture, là, que je vous montre ici. Et tout au bout de la ligne, vous pouvez voir l'eximini, le répertoire de mots. En fait, il est au dos du livre de lecture. Le livre de lecture se prend dans les deux sens. Un sens, c'est les textes et les pages pour l'élève. Et puis le deuxième sens, ben, c'est juste le mini lexique de 20 pages qui permet de vérifier l'orthographe de nos mots. On a 2 fichiers d'exercices. On a un jeu de cartes graphème-phonème que je vais vous présenter puisqu'il sert à l'encodage. On a des vidéos pour s'entraîner à l'apprentissage du geste graphique. Donc ça, je vais y revenir aussi tout à l'heure. Tout ça, c'est ce qui concerne l'élève. Et puis pour l'enseignant, donc ben, on a le guide pédagogique qui est très détaillé. On a un fichier d'activités et de différenciation. Donc là, c'est la même chose, il se prend dans les deux sens. D'un côté, c'est les activités, de l'autre côté, c'est les documents pour la différenciation. Donc, en gros, c'est un fichier photocopiable. On a les affichages de classe. Sur notre site, on a des tutos d'accompagnement. Et puis, on a aussi un groupe Facebook qui est actif où ben, voilà, il y a des enseignants qui utilisent la méthode. Il y a aussi d'autres personnes qui veulent juste par curiosité voir ce qui se passe. Et ce qu'on peut dire, c'est que les enseignants qui utilisent la méthode créent plein de documents complémentaires à la méthode qu'ils se partagent entre eux. Donc, c'est vraiment riche, si vous voulez aller le voir. Donc, c'est Métallo, méthode de lecture et d'écriture CP, si vous voulez taper sur Facebook. Donc, voilà au niveau du matériel, de quoi est constituée la méthode. Je vais revenir à mon document. Attendez, je déplace ma fenêtre parce qu'elle m'embête là. Voilà. Alors, l'organisation de la méthode. Bon, ben, au niveau de la France, on n'a pas tous les vacances au même moment. Donc, nous, on a fait le choix de découper l'année en 5 périodes de 7 semaines. Voilà, quel que soit l'endroit où on s'arrête, quelle que soit la position des vacances, ben, ça n'a aucune importance, c'est pas grave. Donc, on a 7 semaines. Dans le guide pédagogique, chaque semaine est découpée en 4 jours. Et puis, il y a 2h15 d'activités qui sont prévues pour la méthode, comme c'est préconisé dans les programmes. Ça, c'est l'organisation au niveau du temps. Et l'organisation au niveau des domaines, vous les avez en couleur ici. Donc, elles sont en couleur dans la méthode. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, je vous laisse les lire. Ils sont assez explicites. Juste, je vais préciser ce qu'est lecture partagée. En fait, quand on est en CP, en général, on utilise une méthode et il y a des enseignants qui aiment bien faire aussi un petit peu d'autres choses en dehors de la méthode, des choses à eux, ce qui est normal. Donc, on a prévu un temps, c'est ça qu'on appelle lecture partagée, où l'enseignant a 1 heure par semaine, donc il répartit comme il veut, soit 15 minutes par jour, ou 2 fois une demi-heure, ou 1 fois 1 heure, pour faire d'autres activités qui ne seraient pas dans la méthode et qui voudraient apporter lui, par exemple, lire un album. Voilà. Mais ça peut être utilisé librement. Donc, au niveau des couleurs, à gauche, ici, sur la vignette, vous voyez une page du guide pédagogique. Donc, il y a toujours, pour chaque jour, un tableau qui récapitule donc, le domaine travaillé. Est-ce que l'enseignant est présent ou pas pendant la séance?
la durée de la séance et puis les supports qui sont utilisés. Et puis après, bah, pour chaque domaine, vous avez un paragraphe qui détaille comment mettre en place la méthode dans la classe. Donc, au niveau des couleurs, bah, déjà, c'est un repère pour l'enseignant, puisque l'enseignant se repère plus facilement dans le guide pédagogique en regardant les couleurs. Et puis à droite, vous avez le fichier d'activité et on reprend les mêmes couleurs. Le fichier d'activité, c'est le fichier d'exercice de l'élève, pardon. Donc, par exemple, en jaune, c'est discrimination visuelle, en bleu, c'est discrimination auditive, en rouge, c'est étude de la langue. Quand on est en vert, c'est lecture-compréhension. Quand on est en orange, c'est plutôt encodage ou production d'écrit. Donc, ça donne aussi un repère aux élèves. Bon, déjà, c'est plus sympa de travailler sur un support qui est coloré. Et on sait que quand on présente aussi aux élèves, bah, des fois, il y a des enfants qui ont du mal à se repérer sur la page. Bah, là, on peut leur dire, on est à l'exercice bleu, c'est plus facile pour eux aussi. Et eux, au fur et à mesure de l'année, ça leur apprend aussi à comprendre ce qu'on attend d'eux. Quand on est sur un exercice bleu, ils savent qu'on est en train d'écouter les sons, voilà, qu'on est en discrimination lective. Donc, quelque part, quand on commence un exercice, ils savent sur quel domaine on va travailler. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que la méthode, elle a été évaluée scientifiquement par Patrice Gourdet. Donc, Patrice Gourdet, c'est un chercheur en sciences du langage qui a participé à l'étude IFE. Donc, il a repris le même protocole que l'étude IFE et il l'a appliqué à la cohorte métallo. Euh, donc, bien sûr, en simplifié, parce qu'on ne pouvait pas tout faire passer, c'était trop lourd, mais lui, il a préféré choisir les items qui sont les plus, où les méthodes de lecture présentent le plus de lacunes pour voir où on se positionnait. Donc là, j'ai repris les vignettes qui vont suivre, et c'est des vignettes qui lui appartiennent, donc je le cite, voilà, pour expliquer ce que c'est apprendre à lire et à écrire. Donc, apprendre à lire et écrire, c'est d'abord comprendre le principe alphabétique, c'est-à-dire comprendre que les lettres codent des sons, mais aussi que certaines lettres ne codent pas de sons. Par exemple, si je prends les S du pluriel des noms, si je prends les lettres muettes à la fin des mots, etc., il y a aussi des lettres qui ne codent pas de sons. Et on peut avoir deux entrées dans cet apprentissage. Soit on a une entrée du graphème au phonème, donc là, on parle de décodage, ou alors l'entrée inverse qui est du phonème au graphème et qui est l'encodage. Bon, on sait bien que ces deux voies sont complémentaires et que de toute façon, la lecture et l'écriture sont fortement liées et que bah, s'il y avait une seule façon de faire, on le saurait depuis longtemps, tout le monde l'appliquerait, hein, il y aurait une méthode standard pour le faire. En tout cas, on sait que l'entrée par la lecture permet aux enfants de comprendre, l'entrée par l'écriture permet aux enfants de comprendre aussi, donc on pratique les deux. Apprendre à lire et écrire, c'est aussi donc, il n'y a pas que ça, il y a comprendre le fonctionnement de la langue. Par exemple, ce que je viens de dire, bah oui, que les lettres codent des sons, mais aussi que certaines lettres ne codent pas de sons, et puis pourquoi je choisis cette lettre-là et pas une autre, etc. Et puis, donc du côté de l'écriture, on a aussi écrire des mots, écrire des phrases, écrire des textes avec la bonne orthographe, bien sûr, ce qui est, nous, notre fil rouge, hein, on travaille avec la bonne orthographe, je vais vous le détailler tout à l'heure. Et puis du côté de la lecture, ben, on apprend à lire des mots, des phrases, des textes, et pour comprendre des textes. Donc l'aboutissement de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, ben, c'est de savoir écrire des mots, des phrases, des textes avec la bonne orthographe du côté de l'écriture. Et puis du côté de la lecture, eh bien, c'est comprendre des textes. Donc quand on dit comprendre des textes, on est comprendre des textes entendus, qui peuvent être lus par l'enseignant, par exemple, ou des textes lus en autonomie par l'élève. En ce qui concerne le métallo pour la lecture, nous, sur les deux premières périodes de l'année, on travaille en parallèle avec des textes entendus et des textes lus, enfin en tout cas au départ c'est pas des textes, hein, c'est des mots puis des phrases puis des petits textes par l'élève, parce que si on attendait que l'élève sache déchiffrer correctement, ben on pourrait pas travailler la compréhension assez profondément, donc on travaille en parallèle sur des textes entendus. Alors, ce qui est important dans la méthode de lecture et d'écriture métallo, c'est de comprendre le rôle qu'on a attribué à la lecture et le rôle qu'on a attribué à l'écriture. Alors, au niveau de la lecture, dans la méthode, le but de la lecture, c'est toujours l'accès au sens. C'est-à-dire que quand on emmène les enfants dans de la lecture, on va toujours leur demander qu'est-ce que tu as compris. C'est vraiment
pour éviter le fait que des enfants déchiffrent et qu'à la fin disent ah ben, quand on lui dit qu'est-ce que tu as compris, ben, il y a des élèves qui ne savent pas. Donc le but, c'est qu'ils ne se focalisent pas trop sur le code pendant la lecture, mais plutôt sur le sens. Et le code, je vais le voir tout à l'heure, il va venir sur l'écriture. Donc au niveau de la lecture, je l'ai dit, on travaille sur des textes entendus, donc à l'oral, auxquels on va poser des questions et on va travailler sous forme de débat entre les élèves pour présenter les différents points de vue, on va les faire argumenter, justifier leurs réponses, etc. Et on n'est pas dans une, comment dire, on n'est pas dans une démarche où c'est juste ou c'est faux, mais on est dans une démarche où on a un point de vue et on argumente son point de vue. Et des fois, ben, on s'aperçoit qu'il y a deux points de vue qui peuvent être possibles quand on a lu un texte. Voilà. Donc, on n'est pas dans le juste ou faux, on est dans j'ai compris et je suis capable d'expliquer pourquoi j'ai compris. On travaille aussi sur des textes lus. Au fur et à mesure des capacités des élèves, ben, ces textes-là deviennent de plus en plus conséquents. On travaille le vocabulaire en contexte comme c'est préconisé. Et vraiment, donc, le but, c'est la compréhension. Pourquoi je vous dis qu'on ne travaille pas le code pendant la lecture? Je vous donne un exemple. Moi, dans ma classe, quand j'avais des CP, eh ben, j'avais des élèves. Alors déjà, on a tous hein, eu des élèves qu'on voit qui déchiffrent. Il y a même des élèves qui déchiffrent pas mal. Et en fait, quand on leur dit qu'est-ce que tu as compris, ben, ils n'ont rien compris du tout. Donc, il y a des enfants qui ne se focalisent pas sur le sens. Et donc, moi, j'avais des élèves. Au début de ma carrière, j'ai eu des élèves qui, c'était sûrement lié à ma façon de faire, qui étaient de bons déchiffreurs, mais ils accédaient pas au sens. C'est comme s'ils se concentraient sur les lettres, sur les syllabes, et le but de la lecture, ils comprenaient que c'était de recomposer des mots, et puis, enfin, en tout cas, de recomposer des lettres et d'arriver à dire oralement ce qui était écrit. Donc, voilà pourquoi on a enlevé le code de là, et vraiment, quand je lis, bien sûr qu'on a besoin de la connaissance du code, mais le but, c'est l'accès au sens. En plus, la lecture, c'est pas quelque chose qui incite naturellement à étudier le code. Je vous donne un exemple. Quand on est en début d'année, on marque des choses au tableau, on écrit des choses au tableau, on lit des textes, des phrases ou des mots sur le livre, et on s'aperçoit que le soir, bah, il y a les élèves, ils sont capables de relire ce qui est écrit sur le livre. Bon, des fois, ils lisent une phrase en pointant celle qui est au-dessus, c'est pas la bonne, donc on s'aperçoit que bien sûr, ils savent encore pas lire à ce moment-là. Mais voilà, donc il y a des enfants qui peuvent travailler avec la mémoire et qui ne rentrent pas forcément dans le fonctionnement du code. La lecture, elle n'oblige pas à ça. Les enfants qui ont une bonne mémoire peuvent dire, OK, ça, ils reconnaissent, ça, c'est ce mot-là, ils peuvent le reconnaître, mais pour autant, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Donc, nous, on va travailler l'étude du code à partir de l'écriture. Donc, l'écriture, le sens, alors l'écriture, c'est pour communiquer, par exemple, ou en guise de mémoire, etc. Il y a différents rôles, mais le sens est le point de départ, je sais ce que je veux écrire. Par contre, l'écriture va m'obliger à passer par l'étude de la langue. Je vous donne un exemple. Par rapport à la lecture, quand je viens de dire, si je prends le mot tulipe, par exemple, si je le montre à un élève, je lui dis que c'est le mot tulipe, on le lit ensemble, s'il le mémorise, s'il le rencontre, il y a certains élèves qui peuvent reconnaître le mot tulipe et dire tulipe. OK. Maintenant, si je dis à un élève d'écrire le mot tulipe, un mot qu'il n'a jamais vu, il est obligé d'aller écouter le mot, de le coupler en syllabes, d'écouter dans chaque syllabe quels sons il entend, quelles écritures, quels graphèmes il va aller chercher pour écrire ce mot-là, comment il va les ranger dans l'espace sur la feuille, etc. Donc, le fait d'écrire oblige naturellement à aller étudier le code. Donc, voilà pourquoi nous, dans la méthode, on travaille le code du côté de l'écriture. Donc, si je résume, alors sous différentes formes hein, qui sont écrites ici, mais si je résume, c'est lecture, j'accède au sens, écriture, ben, euh, je produis un écrit, mais en même temps, j'étudie la langue et son fonctionnement. Voilà les deux axes de la méthode. Alors, du côté de l'écriture, puisque c'est l'axe que j'ai choisi ce matin, alors là, je pense que vous n'aurez pas le son si je le fais comme ça, donc je vais vous mettre un lien dans le chat. Ah, il est où mon chat là? Je vais vous mettre un lien, c'est une petite vidéo qui fait quoi? Elle fait 1 minute 30. Je vais vous laisser la regarder. Ah, je trouve pas mon chat. Là. Non, c'est pas ça que je... Voilà. Alors, attendez. Hein. Voilà, je vous ai mis un lien. Normalement, vous l'avez.
Vous me dites si c'est OK. Je vous laisse regarder la vidéo et puis je reviens ben, dans 2 minutes. OK. Eh bien, à tout de suite. Il est pas là. Hein? C'est avant 11h30. Vous pouvez mettre un petit mot dans le chat si vous avez fini de visionner. OK. Donc, ben, la question, faut-il écrire avec la bonne orthographe dès le début des apprentissages? Patrice Gourdet dit que oui, nous, on est d'accord avec lui. Si on laisse les enfants écrire avec avec une mauvaise orthographe, le problème, c'est que c'est la mémorisation. Quand un enfant écrit un mot, ben, il va le mémoriser une première fois. Quand il va le réécrire, il va le mémoriser une deuxième fois, etc. Donc, plus il le rencontre, plus il l'écrit, plus il va le mettre en mémoire profonde. Et ben, si on le laisse écrire en phonétique, et ben, il va écrire ce mot-là en phonétique et le mémoriser en phonétique. Donc, le double effet que ça a, c'est qu'il va le reproduire quand il aura à le réécrire, il va aller le chercher en mémoire. Donc, si on reprend le mot bateau, ben, il va l'écrire BATO. Donc ça, c'est un problème parce qu'on va développer ce langage-là. Et puis, quand il va le rencontrer dans une phrase, le mot bateau, il ne va pas correspondre à ce qu'il a en tête, donc il ne pourra pas faire cette reconnaissance directe. Donc, il est important d'apprendre à écrire dès le début de l'année avec la bonne orthographe. Nous, c'est vraiment un point très important dans la méthode auquel on est attaché, enfin dans tout ce qu'on développe de toute façon. Et c'est ça que je veux vous montrer ce matin, comment on peut permettre à des enfants en début de CP d'écrire directement avec la bonne orthographe, tout en les laissant faire leurs essais d'écriture. Alors, au niveau de l'étude de l'IFE, il y a l'entraînement dans les recommandations qui font consensus, il y a l'entraînement au geste graphique. Donc, l'entraînement au geste graphique, eh ben, la préconisation, c'est de s'entraîner 19 minutes par jour. Pourquoi 19 minutes? Quand ils ont observé les classes, ils ont vu que les enseignants qui faisaient moins de 19 minutes avaient de moins bons résultats que certains, et ceux qui font plus de 19 minutes, en fait, ça n'apporte rien de plus, donc c'est une préconisation. Nous, on fait des séances de 20 minutes dans la méthode quotidienne. Alors, pour l'entraînement au geste graphique, je vais vous montrer, je vais retourner sur le site. Voilà. Donc, je viens là, et vous voyez à droite, là, j'ai mon espace. Donc, je viens dans mon espace. Voilà, j'arrive ici. Et si je descends, tout ce qui est en jaune ici, c'est ce qui correspond à la méthode. Donc, ici, j'ai les ressources. Je vais aller dans les ressources. Voilà. Et là, vous avez vidéo de graphisme. Donc, je vais cliquer dessus. Vous avez les 5 périodes. Donc, si je suis en période 1, je vais choisir la période 1. Et là, j'ai toutes les vidéos qui correspondent à ce qu'on étudie comme graphème en première période. Alors, si je prends par exemple le OU, voilà, c'est une petite vidéo que je peux projeter. Voilà.
Alors, l'idée, c'est de montrer à l'élève le point de départ, le sens de l'écriture, et puis qu'il puisse s'y référer au moment où il écrit. Donc, c'est une vidéo qu'on peut faire tourner en boucle. Euh, Si vous voulez, quand on est dans la classe puis qu'on montre l'écriture aux élèves, ben voilà, on leur montre, etc. Donc, il y a celui qui écoute, mais il y a aussi celui qui n'écoute pas, hein, comme dans toutes les classes. Et une fois qu'on a terminé au tableau, ben, il ne reste plus qu'une image de ce qu'on a fait. L'idée, là, c'est d'amener le mouvement du geste. Alors, on fait tourner la vidéo en boucle. Là, je ne l'ai pas fait, mais on fait tourner la vidéo en boucle, ce qui permet qu'une fois qu'on a terminé d'expliquer et que l'élève est devant son cahier, ben, s'il ne se rappelle plus, il peut prendre son crayon, il peut suivre en l'air comme ça la vidéo, et quand il est prêt, il peut retourner alors à son cahier ou à son ardoise, suivant le support qu'il utilise. Mais l'idée, c'est que l'enfant puisse avoir un support dynamique devant lui au moment où il fait son écriture. Donc, chaque fois qu'on étudie un graphème, on peut retrouver la vidéo correspondante sur le site. Bien sûr, on étudie toujours le tracé du graphème avant de faire écrire les enfants pour qu'ils puissent découvrir la nouvelle lettre ou le nouveau graphème. On s'appuie aussi, ça c'est une préconisation aussi, sur la régularité de la langue. Donc, je m'explique, tous les graphèmes ne sont pas courants, ne sont pas tous aussi fréquents. Si je prends par exemple le son I, ben, le son I, dans 99% des cas, il s'écrit avec un I, puis dans 1% des cas, il s'écrit avec un Y. Donc, on va étudier le graphème I en premier, mais on ne va pas parler du graphème Y puisqu'il est très peu courant et on le verra plus tard dans l'année. Donc ici, là, c'est la présentation du clavier métallo pour les CP, CE1 ou grande section qui s'appuie sur la régularité de la langue. Ça veut dire que chaque touche est un son ici, mais pour chaque son, on travaille sur le graphème le plus fréquent. Voilà, vous avez le en parce qu'ils sont quasiment équivalents. Voilà. Et puis sur la ligne du bas, vous avez ici les graphèmes. Alors là, je ne suis pas vraiment dans la méthode, je le dis, mais je suis plutôt sur le clavier. Le et, le son et le son et ont été réunis ici sur la même touche parce que suivant les accents dans les différents endroits de la France, ben, on ne prononce pas de la même façon, comme le o, le etc. Bon, ça, c'est sur le clavier, ce n'est pas la méthode, donc je ne m'attarde pas. S'il y a des questions tout à l'heure, j'y réponds. Donc, on étudie toujours le graphème en premier, le plus courant d'un son, et après, on verra les graphèmes secondaires. Alors, si on veut faire écrire les enfants avec la bonne orthographe, on regarde un petit peu les mots, comment ils sont composés. On a ce qu'on appelle les mots réguliers, c'est-à-dire c'est les mots qui s'écrivent avec le graphème le plus courant de chaque son, et puis il n'y a pas de lettres muettes, donc en gros, ben, j'ai juste à écouter le mot et puis à l'écrire. Quand on fait écrire les enfants en phonétique, c'est un petit peu ça qu'on fait. Et l'idée ici, c'est de ne pas rentrer dans ce système-là à dire tu as juste à écouter le mot et à l'écrire, mais c'est attention, il y a certains mots, tu as juste besoin de l'écouter, mais d'autres mots, il faut faire attention à d'autres choses. Parce que les mots réguliers, il n'y en a pas tant que ça dans la langue française. Donc après, on a les mots qui comportent une lettre muette. Bon, voilà, elles sont à la fin, mais si j'avais pris hérisson, ben, j'ai une lettre muette qui est au début du mot. Et puis, j'ai des mots qui s'écrivent aussi avec un graphème secondaire, c'est-à-dire c'est pas le graphème le plus courant qui correspond à ce son-là. Voilà. Alors après, on a des mots qui non seulement ont un graphème secondaire et puis aussi une lettre muette, etc. Il y a des combinaisons, hein. Mais en tout cas, c'est soit il est complètement régulier, faut tenir compte des lettres muettes et des graphèmes qui ne sont pas les graphèmes les plus fréquents. Donc, je vais y revenir quand je vous montrerai la procédure d'encodage. Encore une autre préconisation de l'étude IFE, ils ont montré que le plus efficace, c'est les méthodes qui étudient 14 graphèmes sur les 9 premières semaines de l'année. C'est un rythme qui est soutenu. Et pourquoi il y a de meilleurs résultats? Parce qu'en fait, on donne de la matière aux élèves pour qu'ils puissent combiner. Si on va trop lentement dans les sons, ben, les enfants ont moins l'opportunité de combiner et comprennent moins vite le principe alphabétique. Donc, c'est pareil. Quand on fait plus de 14 graphèmes, c'est moins efficace. Quand on en fait moins, alors c'est 14 ou 15, hein, c'est moins efficace. Donc, là, le consensus, c'est 14 graphèmes sur les 9 premières semaines, c'est quelque chose qu'on respecte. Le but, c'est que l'enfant manipule tout ça pour comprendre comment ça fonctionne. Et puis,
Encore une autre recommandation de celle que je vous ai présentée au départ, c'est les influences positives des activités d'encodage. Ben, donc, c'est ce que je vais vous montrer maintenant et je vous montrerai à la fin, rien qu'une activité d'encodage, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça mobilise chez l'enfant. Alors, dans la méthode de lecture d'écriture métallo, on utilise des cartes de ce genre-là qu'on appelle des images en codage. À chaque fois, on a l'image qui correspond au mot qu'on veut écrire et en dessous, on a une symbolique. Donc, on travaille beaucoup sur des noms, donc on associe toujours le nom à un déterminant. On n'est pas obligé de dire que c'est un déterminant, hein. On peut dire le petit mot qui est devant, suivant. Si on veut dire déterminant, on le dit. C'est un ou une. Donc, implicitement, on lie déjà le nom à son déterminant. Donc, quand on traitera la notion de nom, ben, on aura déjà implicitement vu ça. Le trait représente la partie régulière du mot. Donc, chaque fois, c'est quand le mot s'écrit avec le graphème le plus courant. Dans ce cas-là, j'ai juste à écouter. Par contre, s'il y a quelque chose de particulier, on va l'indiquer aux enfants. Par exemple, pour canard, ben, si je dis pas aux enfants qu'à canard, il y a un D à la fin, et s'ils l'ont jamais vu, ils ne mettront pas le D. Alors, on a deux possibilités quand on fait encoder les enfants. Soit on les laisse faire un essai d'écriture, et puis on reviendra derrière et on corrige avec eux, ou on leur donne un moyen de corriger. Ou alors, on leur donne les informations en amont pour qu'ils puissent directement accéder à la bonne orthographe. Nous, on a fait le choix dans la méthode de donner les informations en amont, et je vous explique pourquoi. Moi, dans ma classe, alors au début, hein, que j'avais des CP, quand ils écrivaient en phonétique, j'étais très content. Je me disais, bon, ça va, ils comprennent. Voilà, c'est déjà une bonne étape. Donc, j'étais plutôt sur un fonctionnement de travail en phonétique, et puis après, ben, je leur apportais les informations complémentaires après. Par exemple, si je prends le mot canard, un enfant écrivait canard, s'il combinait bien, puis qu'il connaissait bien les graphèmes, il pouvait m'écrire C-A-N-A-R. Donc, je le félicitais, c'était très bien. Puis jusqu'au jour, il y en a un qui m'a dit, mais maître, tu nous dis toujours que c'est juste, mais après tu corriges tout le temps. Parce que j'allais lui dire, ben, il y a un D à la fin. Et en fait, je me suis dit, ouais, en fait, c'est dommage, on leur donne pas l'opportunité d'aller tout seul à la bonne orthographe. Donc, j'ai changé ma façon de faire. Je me suis dit, si je lui disais avant qu'il y a un D, eh ben, il pourrait directement accéder à la bonne orthographe et qu'on soit quitte de le corriger derrière. Donc, on appelle ça des indices orthographiques et on donne toutes les informations pour que l'enfant puisse arriver à la bonne orthographe. Donc, on lui apporte ce qu'il ne peut pas deviner tout seul. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo. Donc là, je vous la montre parce qu'il n'y a pas de son. C'est le déroulement d'une séance, enfin, c'est une enfant qui encode un mot avec le matériel qu'on utilise. Je passe la vidéo et puis après, ben, je reviens dessus puis on pourra en discuter. OK. Donc, ce qui s'est passé ici, c'est que vous avez vu que l'enfant a pu faire son essai d'écriture. Je vais vous détailler un petit peu comment ça se passe et aussi qu'elle a pu vérifier son essai d'écriture toute seule. Alors, je vous présente la procédure, comment ça se passe. L'enfant prend son image en codage. Donc là, elle va écrire, par exemple, un canard. Donc, la première chose, on leur apprend à s'informer. Donc, on va lui dire, OK, donc
Canard, ça s'écrit, ça va avec un. On dit un canard. Donc, je choisirai un comme déterminant. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ben, il ne faut pas que j'oublie qu'à la fin, il y a un D muet. Donc, l'enfant prend ces informations et ensuite, son travail, ça va être d'écouter le mot. Donc, on va lui apprendre à découper le mot en syllabes, d'écouter chaque syllabe, ce qu'il entend dans chaque syllabe, et avec le jeu de cartes, il va pouvoir écrire, faire son essai d'écriture. Donc là, moi, mon essai d'écriture est juste, mais lui, il pourrait comporter des erreurs, hein, surtout en début d'année. Donc, soit on travaille sur les syllabes orales, canard, ou alors on peut travailler sur les syllabes écrites. Ça, c'est libre à chaque enseignant. Chaque enseignant apprend à ses élèves comme il pense que c'est le mieux, ce n'est pas vraiment un problème. Tout le monde n'est pas obligé de passer par la syllabe écrite. Il y en a qui vont directement à la syllabe orale. Si vous voulez, ici, on a K, c'est consonne-voyelle, et puis NAR, c'est consonne-voyelle-consonne. Il y a des enfants qui ont du mal à entendre les sons consonnes à la fin des syllabes, donc ça peut être plus difficile. On peut leur apprendre à étirer le mot en lui disant, par exemple, tu vas écrire K, Na. Voilà, on peut l'aider, on peut décomposer le mot. Ça, c'est suivant le niveau de l'enfant. Donc, il fait son essai d'écriture. Si vous avez vu, elle sépare les syllabes. On leur apprend à séparer les syllabes pour ne pas qu'ils se perdent dans le mot, parce que quand on écrit un mot, déjà 2 syllabes en début d'année ou 3 syllabes après, il y a des enfants qui sont perdus. Donc là, on fait travailler syllabe par syllabe, c'est-à-dire élément oral de base par élément oral de base, et à la fin, on leur demande de réunir les cartes pour former le mot. Voilà. Ça, j'ai envie de dire, quand on fait ça, on vient de faire une évaluation. En fait, l'enfant, on est en train de regarder aujourd'hui, à ce moment-là, comment il est capable d'écrire le mot canard. Donc, au niveau de là, s'il se trompe, ben, à ce niveau-là, ben, il n'est pas dans un apprentissage, il est dans un essai et il a montré ce qu'il savait faire. Pour nous, l'apprentissage, il va se faire, c'est ce qui vient après. Donc, une des préconisations qui est qui est dans le consensus des recherches scientifiques, c'est la correction dans la même unité de temps. Et ça, c'est quelque chose sur lequel travaillait aussi André Ouzoulias. C'est-à-dire que si je laisse l'enfant repartir là avec son erreur, il va mémoriser son erreur, ce que je disais tout à l'heure. Donc, je lui laisse développer ce langage parallèle où il apprend que les mots s'écrivent d'une certaine façon alors que ce n'est pas la norme. Donc, l'idée là, c'est qu'une fois qu'il a fait son essai d'écriture, il puisse lui-même le confronter à la norme orthographique pour voir si c'est juste ou pas. Nous, on a mis en place ce petit répertoire au dos du livre de lecture où l'enfant, il n'y a que 20 pages. Alors, je vous montre comment ça marche ici. Alors, là, le petit lexique, hein. Sur la première page ici, vous avez les sons d'attaque. Donc, par exemple, ici, elle écrivait quoi? Par exemple, si j'écris canard. Donc, vous voyez qu'ici, voilà, canard, je vois le Q de carotte, c'est à la page 18. Il n'y a que 20 pages dans le lexique, hein. Au début de l'année, on ne travaille que sur les premières pages pour qu'il s'habitue bien et ça va tout seul. Et quand l'enfant va à la page 18, il faut juste que je le retrouve. À la page 18, il va voir l'image du canard, donc il va faire référence à l'image qu'il a sur sa table et il va pouvoir voir le mot et le corriger. Si vous voulez, l'idée ici, c'est de retirer le pouvoir à l'enseignant, enfin pas le pouvoir, mais le rôle à l'enseignant de dire si c'est juste ou pas. L'orthographe, c'est une chose. L'orthographe, elle est posée, elle est quelque part, c'est complètement indépendant de l'enseignant et on apprend à l'élève à aller chercher l'orthographe et voir et comparer son écrit. Le but, c'est que voilà, ben, l'orthographe, elle est quelque part. J'ai un moyen d'aller vérifier. Donc, moi, j'ai fait mon essai, mais il faut que je sache si c'est juste. Donc, en ayant fait ça, on n'arrive pas forcément, bien sûr, à la bonne orthographe, hein. Je vous donne un exemple. En début d'année, ben, l'enfant, ok, au départ, il s'informe, il dit, bon, il y a un D à la fin de canard. Mais ça lui a pris tellement d'énergie d'encoder que le D, il ne le met pas. Donc, par exemple, il va écrire C-A-N-A-R-D, et C-A-N-A-R, pardon, puis après, il va aller voir dans Leximini, puis il va voir qu'il a oublié le D. Donc, sur une erreur comme ça, il est capable de la comprendre tout seul. Il va dire, ah oui, c'est vrai, il y avait un D, etc. Donc, il va le remettre, il corrige, OK, c'est compris. Par contre, si c'est une erreur qu'il n'a pas compris parce que il n'est pas encore posé, par exemple, il le confond avec le gueux ou je ne sais pas, ben, s'il ne comprend pas son erreur, alors l'enseignant sera là pour lui expliquer, ou aussi un autre élève.
Voilà. Donc, il y a deux sortes d'erreurs. Il y a l'erreur que l'enfant peut comprendre tout seul en ayant vu la bonne orthographe, puis il y a celle où il ne comprend pas parce qu'il y a encore des choses qu'il n'a pas bien acquises. En tout cas, la procédure d'encodage, c'est quelque chose qui se passe relativement en autonomie. Il y a des enfants qui sont très autonomes et ça permet à l'enseignant de pouvoir aller répondre aux besoins de ceux qui ont des questions ou des choses à préciser. Euh, Autre chose aussi dans cette procédure-là, donc vous voyez, quand je travaille ça, je suis en train de travailler au niveau de la syllabe, au niveau du phonème, au niveau du graphème, etc. Et donc, l'enfant va écrire à son rythme et je suis en train de respecter le rythme de l'enfant. Pour vous donner un exemple, quand on étudie un son, on encode 8 mots qui contiennent ce nouveau, enfin quand on étudie un graphème, on écrit 8 mots qui contiennent ce graphème-là sur 2 séances de 25 minutes. Donc, en 2 fois 25 minutes, on peut encoder 8 mots. Il y a des enfants qui vont plus vite, il y a des enfants qui vont moins vite. On respecte le rythme de chacun, même si l'enfant n'a pas réussi à écrire les 8 mots, c'est pas grave du tout, puisque de toute façon, le jour d'après, on étudie un autre graphème, on revoit les graphèmes qu'on a étudiés, donc il est toujours en train d'écrire. Mais ça permet aux enfants de travailler à leur rythme. Alors que quand on est en lecture, on impose en fait un format à tout le monde qui n'est pas forcément un, un format qui correspond à tout le monde. Je vous donne un exemple. Quand on projette un texte, euh, et puis si par exemple on dit aux enfants d'ouvrir leur livre ou on leur distribue le texte, eh ben, moi j'ai eu même en début de CP des enfants qui ont déjà lu le texte avant qu'on commence parce que c'est très bon lecteur. Et puis à l'autre bout, ben, il y a les enfants qui ne comprennent pas de quoi on parle parce qu'ils n'ont encore pas compris comment marche le fonctionnement, enfin, ils n'ont pas compris le fonctionnement de l'écrit. Donc, quand on est en lecture, on amène un support extérieur qu'on impose, un format qu'on impose qui n'est pas adapté pour tout le monde, alors que quand on écrit comme ça, ben, si l'enfant en 25 minutes, il a écrit que canard, il a écrit que canard, mais c'est ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. Et puis celui qui est capable d'écrire 4 mots, ben, il en a écrit 4, puis celui qui est capable d'en écrire 8, il en a écrit 8. L'important, c'est que chacun avance à son rythme et qu'il comprenne ce fonctionnement-là. J'en parle pas sur cette vignette-là, mais on peut aussi faire vérifier l'orthographe avec le clavier métallo, si on a des tablettes ou des ordinateurs dans sa classe. D'ailleurs, je précise que quand on a la méthode, on a accès gratuitement au clavier. On n'a pas besoin de reprendre un abonnement. Voilà, donc soit on choisit de vérifier avec Leximini, soit on vérifie avec le clavier métallo. Et puis, une fois qu'on a corrigé, alors qu'on a validé et corrigé si besoin, alors on va demander à l'élève d'écrire ce mot-là sur son ardoise. Donc, il écrit un canard. On a déjà appris à faire le geste graphique du nouveau graphème et c'est que des graphèmes qu'on a étudiés, donc il sait écrire toutes les lettres. Et une fois qu'il a terminé, alors il a une petite étiquette qu'il va coller dans ce qu'on appelle un cahier mémoire et qui va être la trace de ce qu'il a fait. Donc, ça veut dire qu'à la fin de la séance, peut-être qu'un enfant aura collé une étiquette et peut-être qu'un autre enfant aura collé 5 étiquettes. Mais ça reflète le travail qu'il a pu faire pendant les 25 minutes. L'avantage, c'est que si je refais travailler ces mots-là, ben, l'enfant qui n'a pu écrire qu'un mot parce que c'est son rythme, va avoir un mot à retravailler et celui qui en a écrit 5 a 5 mots à retravailler. Mais en fait, ça correspond à son rythme à lui. Voilà. Donc, quand on travaille, alors les procédures d'encodage se déroulent comme ça sur les 2 premières périodes de l'année, et à partir de la 3e période, on n'a plus, je vais vous le montrer ici, on n'a plus le jeu de cartes, on n'en a plus besoin. Par contre, les enfants le font directement dans le fichier, donc je vous montre ici. Ils ont toujours le dessin, ils ont toujours la symbolique du mot avec les indices orthographiques si besoin, et ils l'écrivent directement. Voilà. Donc, ils n'utilisent plus le jeu de cartes, mais ils vont toujours vérifier, soit dans Leximini, soit dans le clavier métallo, si leur essai d'écriture est correct. Donc, voilà comment se déroule la séance d'encodage. Et si je reviens aux préconisations que j'ai citées au départ, eh bien, on préconise de faire des situations d'écriture tous les jours, c'est ce qu'on fait. Présentation de la régularité de la langue à l'écrit. Il faut savoir quand même que la langue, elle est régulière à 85% à l'écrit. Donc, le but, c'est vraiment de donner des bonnes habitudes aux élèves au départ sur ces régularités-là, puis après, on étudiera ce qui est moins régulier. La correction dans la même unité de temps, ne pas rester sur une erreur, mais comprendre si j'ai fait une erreur, où elle est, et puis trouver la norme.
fréquenter la bonne orthographe, ben, on le fait puisque on lui demande de corriger son écrit avec la bonne orthographe. Et puis, l'acquisition du geste graphique, parce qu'on sait que l'apprentissage se fait aussi par le geste, le fait d'apprendre à écrire. Donc voilà la procédure d'encodage, ce qu'elle amène chez l'enfant à chaque fois qu'il écrit. Et voilà une des façons dont on travaille le code avec les élèves. Et rien que la séance d'encodage est très, très riche. Voilà, donc là, j'ai fini ma présentation. Donc, je vais reprendre. Alors, je vais arrêter mon partage. Voilà, je vais me mettre dans le chat. Voilà. Donc, si vous avez des questions, ben, soit vous prenez votre micro, vous l'ouvrez et puis je vous réponds de vive voix. Si vous préférez écrire dans le chat, ben, je reprends la question et puis je réponds. J'aurais une question. Oui, je vous écoute, bonjour. Bonjour, je suis enseignante spécialisée, donc je n'ai pas d'élèves, j'ai pas de classe à moi, et je me Oui, demandais, voilà, je me demandais si le matériel en fait pouvait être adapté pour un petit groupe de 4 en parallèle à la méthode de lecture de la classe de CP ou du CE1 ou du CE2. Est-ce que ça vous paraît juste comme en fait, aide? vous êtes en réseau, vous êtes en réseau d'aide? Oui, oui, Oui. Oui, ben, on a plein d'enseignants du RASED qui l'utilisent. Il y a plein de maîtres qui l'utilisent en activité décrochée par rapport à voilà. ce que font les enseignants dans la classe, même si c'est une autre méthode de lecture. En fait, l'idée, là, ce serait justement d'apprendre à écrire aux enfants. Justement, ce Mm. serait d'utiliser cet angle-là et de leur permettre de comprendre ce fonctionnement de la langue. Donc oui, oui, on a plein d'enseignants qui le font. Ouais. Du coup, autre question, moi, j'ai pas d'ordi, pas de tablette, j'ai rien. J'ai aucun matériel informatique. Donc, est-ce que sans clavier métallo, uniquement avec le Leximini, par exemple, ça marcherait, ce processus d'autocorrection? Tout à fait. Donc, oui, oui, tout à fait. Enfin, nous, ce qu'on développe, on a la méthode de lecture et d'écriture d'un côté, ça c'est pour le CP, on a le clavier métallo qui va de la grande section au CM2, parce qu'il y a 18 000 mots dedans. Donc, en fait, il y a deux niveaux et il est utilisé jusqu'en CM2. La D'accord. méthode, elle se suffit en elle-même. Leximini, en fait, c'est la partie qui est nécessaire pour encoder il y a plus de 300 mots à encoder dans l'année. Bon, ben, ces mots-là, on peut aller les vérifier dans Leximini. Donc, la méthode se suffit à elle-même. Mais si je veux le faire de façon numérique, ben, je peux aller chercher le clavier métallo et associer les deux, c'est fait pour. Voilà, mais ce n'est pas du tout indispensable d'avoir le clavier métallo. D'accord. C'est génial, ça. C'est une bonne nouvelle. OK, merci. Ben, disons au départ, on a développé le clavier, nous. Donc, on avait dit, on va faire la méthode on voulait faire une méthode clé en main avec. Et après, on s'est dit, mais attends, ça veut dire que, puis en plus, ça, c'est il y a 6 7 ans. Donc, je sais pas si vous voyez, le numérique il y a 6 7 ans, c'était déjà pas ce qu'il y a aujourd'hui. Ouais, Et on ouais. s'est dit, mais en fait, les enseignants qui n'ont pas de tablette ou d'ordi, ils vont pas pouvoir. Donc, on a dit, non, non, on fait une version papier. Par contre, quand on a le clavier, on peut l'associer. Mais la méthode en elle-même se suffit. D'accord. Et Voilà. financièrement, donc si, parce que j'ai pas regardé les tarifs, donc si on prend tout le package sans le clavier informatique, ça coûte combien pour un RAZ? Et en fait, ben vous n'allez pas forcément prendre le livre de lecture, vous allez pas. En fait, vous pourriez travailler avec le jeu de cartes Graphème Phonème. Ouais. Si, il vous faut un livre de lecture pour Leximini, d'accord? Mais vous travaillez en petit groupe, vous n'avez pas besoin d'un livre par élève, parce que l'enfant, une fois qu'il a vérifié, ben, il passe le livre à quelqu'un d'autre. Oui, voilà, moi j'en ai 4, 5, voilà. Oui, ben, un livre, voilà, peut-être deux, mais maximum, quoi. Et D'accord. puis, les images en codage, elles sont dans le fichier d'activité. Voilà. Mais le reste, vous en auriez pas besoin. Donc les fichiers d'activité, il faut les prendre individuels. Si j'ai 4 élèves Non, en... le fichier d'activité, c'est un fichier photocopiable. Il y en a qu'un. Mais voilà, il y en a qu'un. D'accord. C'est un Du coup, exemplaire. Il vous faudrait un livre, peut-être deux par confort, si vous oui. voulez, si vous avez 5 élèves, voilà. Et Mm. puis le jeu de cartes, par contre, ben, le jeu de cartes, il en faut un par élève si on veut les faire manipuler. Tout à fait. Et ça ferait un budget de combien, vous savez? Bon, il faut que vous alliez voir sur le site. Le jeu de cartes, il est à 1,50 €. Le livre, il est à 13, non, 14. Et puis le fichier, je ne sais même plus. Ouais, le fichier d'activité. Bon, c'est pas une fortune, quoi, ça va. Non, ça va. Oui. Ça va rentrer dans les budgets. En tout cas, Bon, en intervention, comme dans votre cas, c'est ce dont vous avez besoin. ouais, tout à fait. Ok, ben merci. C'est vraiment très Ouais. intéressant. Merci à vous.
Alors, je vais prendre les questions dans le... Alors, si les élèves sont dyslexiques, alors, euh, déjà, en CP, normalement, il n'y a pas de dyslexie. Parce que la dyslexie, elle est comment? Elle est... Pas mon mot. On parle de dyslexie à partir d'un an ou un an et demi de retard en lecture. Donc, c'est à partir de fin CE1 par là qu'on commence à parler de dyslexie. Alors, dans la question que vous posez, je vais peut-être entendre plutôt les enfants qui ont du mal à entrer dans l'écrit, qui vont faire des confusions, qui vont inverser des lettres, etc. Alors, justement, l'important, c'est la correction dans la même unité de temps. C'est-à-dire que l'élève, c'est important qu'il fasse son essai d'écriture et c'est important que derrière, tout de suite, il puisse contrôler. Je vais vous donner un exemple. Euh, on a des enfants qui confondent des sons. Par exemple, ils vont confondre le que avec le ge parce qu'ils n'arrivent pas à le différencier au départ. Dans l'étude scientifique, enfin l'évaluation scientifique qui a été faite sur la méthode euh, ou sur le clavier, on a, dans l'étude IFE, il y a alors c'est sur CPCE1, dans l'étude IFE, il y a 88% des élèves en France qui écrivent phonétiquement juste à la fin du CE1. Ça, c'est les chiffres en France. Nous, avec le clavier métallo et la méthode, on a 96% des enfants qui écrivent juste phonétiquement, mais à la fin du CP, c'est-à-dire un an avant. Et d'où ça vient, ça? Ça vient du fait que chaque fois que l'enfant fait une erreur, il corrige son erreur directement. Je vous donne un exemple. Si l'enfant doit écrire, par exemple, gorille, et qu'en fait, il écrit Tori avec un C parce qu'il n'entend pas le G, c'est pas encore assez affiné. Si je le laisse écrire avec un C, bon, ben, il part avec son C et lui, ça reste et il ancre ça. S'il va chercher tout de suite la correction, il va dire ah non, c'est un G. Donc là, on peut travailler avec lui et lui dire toi, ce que tu as écrit, c'est Tori, mais en fait, on veut écrire Gori. Et au début de Gori, on entend G. Et bien, quand on fait cette correction-là, à chaque fois que l'enfant écrit un mot, eh ben, ça lui permet d'affiner son audition et de dire ce n'est pas le K, c'est le G. Donc, on lui présente la différence entre les deux. Donc, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants, enfin, en tout cas, le retour qu'on a des enseignants, c'est que les enfants, on ne va pas parler de dyslexie en CP, mais en tout cas, que les confusions de sons, il n'y en a pas beaucoup. Et ça vient de ça. La clé, c'est l'histoire de la correction dans la même unité de temps. Voilà, donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Si jamais vous me redites, je précise. Et pareil, vous voyez, dans ce qu'on appelle, on va dire, dyslexie, il y a aussi les enfants qui accrochent tous les mots. Bon, ben, le fait d'écrire déjà le 1, quand j'écris un lapin, c'est pas pareil que si j'écris lapin, parce que quand j'écris un lapin, tout de suite, je pointe l'espace qu'il y a entre ces deux mots-là. Alors que si je l'apprenais à écrire lapin, je pourrais l'inciter à écrire. C'est plus implicite le fait qu'il y ait des espaces. Donc le fait d'écrire deux mots en un, deux mots pour une chose, ben, je traite déjà cet espace-là. Ça montre la puissance de l'écriture par rapport à la lecture. Le fait d'écrire nous amène tout ça. Alors, je lis passage de l'écriture en script des étiquettes à l'écriture en cursive pour la copie. OK. Donc, alors ça, c'est un apprentissage. Ça fait partie, d'ailleurs, ça c'est travaillé en maternelle, hein, normalement. C'est vu, les attentes, c'est qu'en fin de grande section, les enfants connaissent les trois écritures des lettres. Donc oui, alors c'est quelque chose qui est attendu des élèves et c'est quelque chose qu'on peut accompagner. C'est pas quelque chose qui pose problème. Il suffit d'avoir l'alphabet en script et l'alphabet en cursive en dessous et de faire la correspondance. Et si l'enfant, ben, ça lui prend un peu plus de temps parce qu'il faut qu'il aille rechercher la correspondance, ben, peut-être qu'il écrira un mot de moins parce qu'il prend ce temps-là, mais ça fait rien, il est en train d'apprendre ça. Donc, normalement, c'est quelque chose qui est travaillé en maternelle. Si ce n'est pas acquis, ben, on le travaille à ce moment-là. Mais ce n'est pas du tout un problème. Merci pour votre présentation très intéressante. Est-ce que les outils sont prévus pour des cours doubles, CP-CE1, grande section CP? Quelle continuité est envisagée en CE2? Alors, mais en fait, Laurent et moi, on n'a toujours fait que du cours double, donc on ne sait pas faire du cours à un niveau. Moi, je n'ai jamais fait, en fait. Donc oui, alors je vous explique comment. Si vous voulez, bon, on ne va pas se cacher que les 15 premiers jours en CP, le temps de lancer tout le monde, c'est exigeant, mais ça, c'est dans toutes les méthodes.
Voilà, donc si on a, enfin moi c'est mon point de vue à moi, mon point de vue d'enseignant. On a meilleur temps de prendre un peu plus de temps avec les CP. Et si on a CP CE1, de dire, je vais y aller léger avec mes CE1, je vais vraiment faire des choses de révision pour installer le cadre, etc., et donner de l'autonomie parce qu'ils ont bien compris. Et puis une fois que mes CP seront plus autonomes, je pourrai monter un petit peu avec mes CE1. Nous, comment on fonctionne? Si vous voulez, sur la première période, on a une façon de travailler, c'est on étudie un son ou un graphème en 2 jours. Alors, 2 jours après, on fait un autre graphème, un autre graphème. Après, il y a des fois un jour de pause pour faire de la révision. Mais le cadre est toujours le même, c'est-à-dire que la façon de travailler est toujours la même. Quand je vais travailler la discrimination auditive, c'est toujours le même exercice. La discrimination visuelle, c'est toujours le même exercice. Quand je fais de l'encodage, c'est toujours la même procédure. Ce qui fait que les enfants, avant de commencer, savent très vite ce qu'on attend d'eux. Et c'est juste le contenu qui change. Donc, on arrive à développer de l'autonomie chez les élèves parce que on n'est pas en train de travailler sur une compréhension, de dire comment tu vas devoir faire pour faire, c'est tu vas devoir faire ce que tu sais faire avec le nouveau graphème d'aujourd'hui. Donc, nous, on crée de l'autonomie comme ça. Donc, il n'y a aucun problème pour travailler en double niveau. Et on peut aussi organiser, alors, c'est pas imposé là, mais on n'a pas voulu le faire comme ça parce que tout le monde ne travaille pas en atelier, mais on peut l'organiser sous forme d'atelier. On n'est pas obligé de faire l'encodage à tout le monde en même temps. Voilà, ça c'est suivant comme vous travaillez dans votre classe. Donc, aucun problème. Pour la continuité avec le CE2, alors on s'est posé la question de continuer au CE1 et on voulait pas faire une méthode au CE1 parce que, bon, le CP, c'est quand même une année spéciale, il y a plein de choses qu'il faut vraiment voir, c'est systématique, il faut avoir de la rigueur, il faut rien rater, etc. Mais en même temps, le CP, c'est quelque part un petit peu enfermant quand on travaille comme ça. Donc, on s'aperçoit que les enseignants, ben, en CE1, ils aiment bien aussi leur liberté de dire, bon, ben, maintenant, ils peuvent tout lire. Donc, je vais plutôt travailler sur des petits albums ou des choses comme ça. Donc, d'être plus libre. Nous, ce qu'on va vous apporter en CE1, c'est au niveau de l'écriture avec le clavier métallo, puisque ça va permettre aux élèves d'écrire avec la bonne orthographe, quel que soit le support que vous utilisez. Donc, nous, la continuité qu'on donne, c'est toujours dans l'écriture. Et ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand on apprend à bien, enfin je l'ai dit, mais pas explicitement, quand on apprend à bien écrire, on a un retour en lecture. Parce que chaque mot que l'enfant sait écrire et qu'il a mémorisé, il va le reconnaître directement. Donc, il va augmenter sa vitesse de lecture. Il va plus passer par le déchiffrage. Donc, le temps que je prends en écriture, ben, j'ai un bénéfice au niveau de la lecture. Donc, nous, on va vous apporter une continuité au niveau de l'écriture avec la bonne orthographe. J'ai des CE2 cette année, donc ça c'est Isabelle, dont un élève tout petit lecteur. Est-ce adapté pour un élève de CE2 ou avez-vous développé des outils ou méthodes pour les élèves plus grands que le CP? Alors, ça enfin, c'est peut-être délicat d'amener, c'est mon point de vue, hein, c'est pas forcément juste, un livre de CP à un enfant de CE2, parce que s'il voit marqué CP, ben, il se dit je fais du CP. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est suivant les difficultés qu'il a. Est-ce qu'il connaît le code alphabétique, c'est-à-dire est-ce qu'il a tous les graphèmes en tête, est-ce qu'il fait encore des confusions? Voilà. Et ça, vous pourriez lui faire travailler sous forme d'écriture avec le clavier métallo. Par exemple, quand on est en début de CE1, parce que là, si vous avez un élève qui est faible, ben, il peut avoir aussi donc un niveau de CE1, mais on dit, par exemple, on fait la révision des sons. Avec le clavier métallo, c'est très facile, hein. Vous pouvez amener une banque d'images qui travaille, par exemple, le graphème ou les graphèmes que vous voulez travailler, et vous dites aux élèves, allez, on y va, ben, on écrit ces mots-là. Après, donc ils écrivent, ils peuvent vérifier la bonne orthographe avec le clavier, ils ont leur banque de mots, et ben maintenant on va les trier suivant comment les sons s'écrivent, etc. Par exemple, le son 1 dans ce mot-là, etc. Et puis de faire un tri, puis de découvrir. Plutôt que d'amener des banques de mots, on pourrait directement faire écrire les enfants. Et quand on les fait écrire, ben, il y a toute la procédure que j'ai expliquée tout à l'heure qui leur fait comprendre ben, voilà, que dans un mot, il y a des syllabes. Dans chaque syllabe, il y a des sons. J'entends des sons qui correspondent à des lettres, etc., que c'est rangé dans l'ordre. Des fois, il y a des lettres muettes à la fin. Et tout ce fonctionnement-là, ils l'apprennent en écrivant et on a ce retour en lecture derrière. Donc, on peut avoir un double travail. Je travaille du côté de l'écriture de cette façon-là. Et puis, du côté de la lecture, ce que je peux vous conseiller, c'est de travailler sur la fluence en lecture.
Donc, l'affluence, c'est pas la fluidité, hein. L'affluence, c'est donc tout ce qu'est le code, toutes les correspondances graphème-phonème. C'est la vitesse qu'on développe dans cette technique-là, mais c'est aussi tout le phrasé, c'est-à-dire est-ce que c'est la mélodie de la phrase, hein, je vais baisser le ton à la fin, etc. Et puis l'expressivité, donc ben, voilà, peut-être que je vais accentuer ce mot-là parce que je veux le lire. Donc moi, ce que je peux vous conseiller en lecture, si vous avez un élève qui est faible, c'est de pas forcément multiplier les supports, mais c'est d'aller au fond de ce qui est lu. C'est-à-dire que quand je lui donne un petit texte à lire, il va y avoir une première phase où forcément il va être dans le déchiffrage, il est encore pas spécialiste. Donc, il va avoir une part de déchiffrage. OK. Une fois que cette part de déchiffrage, elle est faite, que j'ai reconnu tous les mots, je vais m'entraîner à lire la phrase sans crocher dessus. Donc, je retravaille toujours cette phrase-là pour avoir la fluidité de lecture. Et après, eh ben, on va lui pointer, par exemple, s'il y a une virgule et un point, ben, on va lui pointer pour qu'il mette vraiment le phrasé dans sa lecture. Et puis même, suivant l'intention de l'auteur, on peut lui dire, ben, peut-être que ce mot-là, on va le lire autrement, on va le lire un peu plus fort parce que c'est le mot qui est important, etc. Donc moi, je ferai un travail du code du côté de l'écriture. Et le vrai travail en lecture, c'est ne pas multiplier les supports, mais relire plusieurs fois la même chose pour que l'enfant sente en lui ce que c'est que bien lire, lire comme un adulte. Si je suis pas assez clair, vous me le dites, hein, et puis on peut aussi discuter de vive voix. Stéphane, alors bonjour, je n'ai pas pu tout écouter. Y a-t-il des fichiers ou des activités audio? Non. Alors il y a des fichiers écrits. Non, il n'y a pas d'activité audio. Si vous n'avez pas pu tout faire, vous aurez le replay, hein, si vous voulez réentendre le début. Non, il y a pas de fichier audio. C'est des fichiers papier. Ok. Ah ouais, non, le clavier, c'est. Alors, est-ce que vous voulez que je vous montre le clavier métallo ou pas? Le clavier métallo, quand je parle du clavier, c'est sur tablette ou ordinateur. Je peux vous montrer le clavier, vous me dites simplement, je vous fais juste une petite démonstration en 10 minutes. Ok, alors je vais vous montrer ça. Donc, le clavier. Donc, je suis dans mon espace comme tout à l'heure. Là, ben là, je vais accéder. Là, en jaune, on a vu, enfin en orange, on a vu que c'était la méthode. Là, j'ai le clavier. Le clavier, lui, c'est de la grande section au CM2. On a deux claviers. On a celui-là qui est plutôt pour le CP, grande section CP-CE1, qui traite de la régularité de la langue. Chaque touche est un son, je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais en fait, on va utiliser la graphie la plus courante pour chaque son. Les sons proches sont couplés parce que chez nous, on fait du vélo, mais dans d'autres endroits, ils font du vélo. Voilà, donc, si on avait dissocié, on ne permet pas à l'enfant d'accéder à l'orthographe tout seul, il serait obligé de prononcer le mot d'une autre façon qu'il le fait, et c'est pas ce qu'on demande. Donc derrière ce clavier-là, il y a 7000 mots. Et puis on a un deuxième clavier donc, ça commence, ça dépend des enfants, du CE1 jusqu'au CM2. Et celui-là, il y a 18 000 mots derrière. On ne voit pas le clavier. Tu es pas en Ah, portable. pardon, alors je recommence. Comment ça se fait? Ah oui, ben, j'ai plus mon partage, donc oui. Ok, oui, j'avais arrêté le partage. Ça. Ok, alors je reprends. Voilà, donc le clavier 1, c'est celui qui correspond aux grandes sections CP, CE1. Et là, si je clique dans le bandeau, ben, j'ai le deuxième clavier qui correspond plutôt à CE1, CE2, CM1, CM2. Donc celui-là, il contient 18 000 mots. Et l'idée, en fait, c'est que chaque mot, ben, l'enfant va le trouver, tous les mots à la même vitesse. Donc quand il cherche un mot, voilà. Si par exemple, je cherche voiture, l'enfant, il écrit son mot, donc voix, voite, hop, et il va trouver une voiture. Alors, le choix qu'on a fait, nous, et d'ailleurs dans Leximini, si vous l'avez vu tout à l'heure, c'est la même chose. Parce qu'en fait, un enfant, on lui dit comment ça s'écrit voiture? Ben, en général, si on lui dit, on va même à des cycles 3, hein. On va leur dire VOITURE. Ben non, c'est comme ça, ou c'est avec un S. Il y a deux façons d'écrire voiture. Maintenant, c'est à toi de savoir lequel tu prends. Donc, dès le départ en CP, nous, on leur présente le singulier et le pluriel. Alors, je ne dis pas qu'on le fait le premier jour, hein, on le fait en période 2. Mais on leur apprend directement qu'il y a deux façons d'écrire. Et ça va très vite, on lui dit, s'il n'y en a qu'une, ça s'écrit comme ça, s'il y en a plusieurs, ça s'écrit comme ça.
Et ça, ils le savent après sur l'étiquette. Ça évite qu'on soit en CE1 et qu'on dise ah, ils nous mettent jamais les S à la fin des noms et au pluriel, ils les font pas. Parce que là, ça ne veut pas dire que tout le monde va le maîtriser, mais en fait, on ouvre tout le monde à ça. Pour vous donner une mesure dans l'évaluation scientifique, dans l'étude IFE en fin de CP, il y a 17,6% des élèves qui maîtrisent, dans la phrase qu'ils ont donnée, qui maîtrisent au moins une des deux notions de pluriel. Il y a un S de nom et il y a un ENT de pluriel. Donc, dans l'étude IFE, il y a 17,6% des élèves qui le font. Sur la cohorte métallo, on a 51% des élèves qui le font en fin de CP. Pourquoi? Parce qu'on les ouvre dès le départ à ça. On n'attend pas qu'en fin de CP, tout le monde maîtrise ça. Mais en tout cas, ils sont ouverts à ça. Et comme ils corrigent leur écrit dans la même unité de temps, s'ils ont oublié le S, ils le savent. Donc, ça rentre une fois de plus et une fois de plus et on s'aperçoit que ça rentre. Donc maintenant, si je prends, voilà, bah, par exemple, je vais prendre un verbe, brûler. Voilà, hop, voilà. Donc vous avez vu, les noms sont en vert, les adjectifs sont en jaune, les verbes sont en rouge, et puis les invariables et les expressions sont en bleu. Ça, c'est paramétrable. Si ce n'est pas les couleurs de notre école, on peut les changer. Voilà. Et puis, si je suis... Ah oui, ce que je ne vous ai pas montré, par exemple, si je cherche un mot court, par exemple, loup, je vais faire loup, et puis ben, j'ai fini. Ben, là, j'ai un petit drapeau qui apparaît. Ça veut dire que ma solution, je vais pouvoir la trouver. Hop, et j'arrive et je trouve le mot loup. Sinon, on n'a pas besoin d'encoder le mot en entier. En général, il faut 3, 4, voire 5 clics. C'est assez rare. Donc ça, c'est pour le CPCE1, grande section CPCE1. Et puis, pour les plus grands, vous voyez qu'ici, on présente, par exemple, si je prends le F, ben, on a le F, le 2F et le PH. De la même manière, je peux le paramétrer dans mon clavier. Ici, ben, je vous montrerai le paramétrage après. Donc ici, par exemple, si je cherche un mot, par exemple montagne, voilà, monta, et je trouve montagne. Ici, vous pouvez remarquer qu'on n'a plus le pluriel ici. Parce que c'est une règle, donc ça fait 2 ans, CP et CE1, on apprend aux élèves que quand il y en a plusieurs, il y a un S. Donc là, il faut que ça devienne un automatisme, donc on ne leur présente plus le pluriel. C'est eux qui le savent. Par contre, si je prends par exemple pneu, non, je suis bête, c'est un S. Je vais prendre feu, je ne suis pas réveillé. Feu. Voilà, feu, j'ai fini de l'écrire, je vais sur mon drapeau. Si c'est un pluriel irrégulier, alors on l'indique pour que l'enfant n'aille pas mettre un S. Donc, on n'a plus que les pluriels irréguliers qui sont indiqués. Pour les plus grands, pas en CP, mais à partir du CE1, si je prends par exemple rouler, le verbe, voilà, donc vous voyez, on trouve tout à la même vitesse. Ici, si je clique ici, j'ai accès à un conjugueur. Ah, mais là, il est paramétré, donc je vais revenir. Donc, vous avez normalement tous les temps qui sont étudiés à l'école primaire. Voilà. Sauf que ben, Laurent, là, il a fait une démonstration, puis j'ai pas remis à zéro. Mais là, par exemple, si j'étais en train de travailler sur du récit, puis que je ne veux que l'imparfait et le passé simple, alors j'aurais pu paramétrer mon conjugueur pour qu'il n'y ait que l'imparfait et le passé simple, que mes élèves ne se perdent pas dans les autres temps. Et puis là, ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il a, comme je sais quel pronom personnel je vais utiliser, j'ai mis en surbrillance que ceux que je vais utiliser et pas les autres. Tout ça, c'est paramétrable. Le but pour nous, c'est toujours que l'enfant trouve son information le plus vite possible en autonomie. Et ça le permet de ne pas se perdre dans un tableau avec plein de temps, dont ceux qui ne l'utilisent pas, etc. Et puis ici, on a aussi les participes passés qui expliquent voilà, les 4 formes du participe passé. C'est comme j'expliquais tout à l'heure. C'est pas la même chose de dire à un enfant, tu écris voiture, et puis il doit dans sa tête se dire il y a un S ou pas, ou si on lui présente les deux écritures, puis qu'il fait un choix. Ben là, pour le participe passé, c'est pareil, il fait un choix. Bon, là, je suis sur du cycle 3, hein, mais il fait un choix par rapport aux propositions qui sont faites. Je donne juste quand même une petite indication pour le clavier. Quand un enfant cherche un mot, par exemple, on va chercher, je sais pas moi, euh, je vais voir ce qui vient. Voilà, il est tombé. Voilà. S'il a trouvé tombé, eh bien, on va lui dire, OK, tu mémorises le mot, tu reviens au clavier, et maintenant tu peux l'écrire.
Et ça, c'est une dérive qu'on a vue. Il faut pas laisser l'enfant écrire les mots avec le modèle sur les yeux parce qu'il y en a qui font du copiage lettre à lettre. Et puis, en fait, ils passent pas par les mémoires. Et là, il faut que le processus, il faut que ça passe par la mémoire. Donc, on leur fait copier son modèle. Si le mot est trop long, il peut le découper en deux et y revenir. Donc, Laurent, il fait des webinaires spéciaux pour le clavier. Là, je vous montre juste ce que c'est. Dans l'idée, en 5 secondes, l'élève, il a trouvé son mot. Donc, c'est pas quelque chose sur lequel il reste tout le temps. Il écrit sur son cahier, mais il peut aller vérifier si c'est juste ou pas. Et avec ça, ben, on s'aperçoit que euh, on enlève toutes les erreurs lexicales, on va dire 95% des erreurs lexicales. On a les pluriels des noms qui sont traités et on peut même traiter les des terminaisons des verbes. Donc, ça donne vraiment une grande autonomie aux élèves. Puis après, ben, nous, quand on vient derrière, ben, on a juste quelque chose à affiner avec eux. Après, si vous voulez une présentation complète, ben, Laurent l'a fait sous forme de webinaire. Et puis, ben, tout ça, c'est paramétrable. Par exemple, si je suis en CP et que je voulais euh, mettre aujourd'hui, je vais vous le faire ici, là. Là, je vais dans personnalisation, le premier clavier. Je peux personnaliser les deux claviers de façon différente. Voilà. Donc là, ben, je peux choisir ma couleur de clavier. Non, c'est là. Ici, par exemple, si je suis en CP puis que au départ j'avais vu que le F pour le son F, et que maintenant j'ai vu les trois graphies, ben, je peux mettre cette touche-là. Et en fait, mon clavier, je peux le faire évoluer en fonction. Là, j'enregistre et ça va être pris en compte. Si je me suis trompé, je fais réinitialiser ici, puis tout revient à zéro, je ne peux pas me tromper. Si je veux mettre les noms en bleu, je mets les noms en bleu, je fais ce que je veux. Au niveau des écritures, je peux mettre en cursive, je peux mettre aussi en capitale, en grande section, par exemple. En grande section, on peut donner une image à un enfant, lui demander de retrouver dans le clavier l'image, c'est de la discrimination auditive. Il écrit, puis à la fin, ben voilà, il peut recopier le mot à côté de son étiquette, par exemple. Et puis, Ça va très bien, vous merci. avez aussi tous les paramétrages du conjugueur, ce que j'ai dit, donc je peux déjà l'activer ou pas, parce que par exemple en CP, ben, je ne veux pas du conjugueur. Et puis, je peux personnaliser les temps, prendre tous les temps ou décocher les temps que je ne veux pas qu'ils apparaissent. De toute façon, allez, c'est pas de problème. Écoutez-en, j'espère qu'il va faire bon. Merci. Pas de problème. Donc voilà pour le clavier. Donc là, je reviens à l'application. Si vous avez d'autres questions, je vais reprendre le chat. Donc le clavier, lui, c'est de la grande section jusqu'au CM2. Je vais utiliser. Alors, ça j'ai fait. Ok, vous ne voyez pas le clavier, ça c'était fait. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? J'attends encore un petit peu pour voir s'il y a des questions. Je crois savoir qu'il y a des formateurs enfin, c'est pas je crois, il y a des formateurs qui s'étaient inscrits. Donc, on est toujours joignable, hein. Vous pouvez nous écrire à contact@metalo.fr. Que vous soyez formateur ou enseignant, si vous souhaitez un spécimen de la méthode, ben, vous pouvez nous le demander. Normalement, vous payez les frais de port, mais là, comme vous étiez sur le webinaire, ben, on vous l'enverra. Le seul truc, c'est qu'on est en train de travailler sur le nouveau spécimen et puis il va être prêt fin mars. Donc, on n'a pas envie, d'ailleurs, on en a plus, donc on va pas le faire. Mais on ne veut pas renvoyer les anciens spécimens, on préfère envoyer le nouveau. Donc, si vous voulez un spécimen, vous écrivez à contact@metalo.fr, vous nous le dites, et puis on vous le fera parvenir. Mais il faut que vous nous écriviez votre adresse, numéro de téléphone aussi pour pour le livreur, et puis voilà, à l'adresse où ça doit être livré. Voilà, si vous avez d'autres questions, ben, on répond par mail, hein, donc à contact@metalo.fr. En général, on répond dans les 2 jours. Ok, très bien. PK.
Voilà, merci à vous. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Allô? Oui, Oui, bonjour. J'ai une question. Excusez-moi, je suis arrivée un peu tardivement pas de dans le souci, webinaire. allez-y, Est-ce bonjour. que vous l'utilisez aussi avec des adultes? Alors, on en a. Alors, oui, ce que je vous ai pas montré, c'est ça que je pourrais vous montrer. Alors, attendez. Dans quel cadre? Vous êtes dans une association, dans... Ça serait pour une jeune femme adulte qui est handicapée motrice et qui est en train D'accord, de démarrer dans la lecture et l'écriture, pardon. d'accord. La Alors, graphie. il y a deux. En fait, je vais revenir dans le paramétrage là. Non, c'est dans la personnalisation ici. Hop, voilà. Si je viens là, en fait, si je viens dans le clavier ici, vous avez plusieurs claviers et je pourrais choisir, euh, clac, clac, clac. Voilà, par exemple celui-là. Je Oui. pourrais enlever les images si je veux, si je veux faire moins infantile. Je peux aussi mettre sous forme d'alphabet phonétique, vous voyez. Mhm. Après, voilà, c'est suivant, pour le Oui, c'est bon, parce rendre. que On les a des images sont adultes. très bien, je trouve. Voilà, mais Oui. en fait, ça, on l'a fait, mais on s'aperçoit que les images, c'est pas un problème parce que ça égaye le truc, et puis en fait, personne ne veut les enlever, on s'aperçoit. Mais voilà. En tout Oui, cas, non, mais oui, il y a 18 000 mots dessus, donc il y a de quoi faire, hein. 18 d'accord. 000 mots, c'est pas le vocabulaire qu'on utilise en moyenne. Voilà, hein. La bonne moyenne, c'est 5 000 mots qu'on utilise quand on parle, hein. Donc, 18 mots, il y a vraiment de quoi faire. Donc, oui, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser avec un adulte. Ouais. Et d'ailleurs, D'accord. on l'a aussi on s'est utilisé aussi avec les personnes allophones, par exemple, les Ukrainiens qui arrivent en France, etc. Il y en Mhm. a qui l'utilisent. Merci beaucoup, c'est très clair. Ben, merci à vous. Je vais reprendre S'il y a d'autres questions, je réponds. Je vais reprendre mon chat. OK, bon, apparemment, il n'y a plus de questions. Donc, je vais vous souhaiter un très bon mercredi. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, ou voilà, pour un spécimen ou autre chose. On vous répondra avec plaisir avec Laurent. Une belle journée à vous, et puis peut-être à bientôt.